Bonsoir. Je m'appelle Guillaume Desanges, je suis critique d'art et commissaire d'exposition. Je voudrais remercier l'École des Beaux-Arts de Marseille et Fabrice Raymond pour cette invitation. Et je vous remercie d'être ici ce soir. Dans le cadre de mes activités, j'ai développé des formes de conférences que j'envisage comme des expositions racontées. Ce soir, je vais vous présenter les résultats d'une recherche démarrée en 2009. Cette recherche est partie d'une relation ambiguë que j'ai toujours eue à l'art minimal. Des œuvres réalisées en matériaux industriels, poutres de bois, tubes de néon, des coupes de métal ou de plexiglas, et fondées sur des formes basiques et régulières, lignes, ronds, carrés, triangles. Présentées comme rationnelles, objectives et neutres, la plupart de ces œuvres renfermaient pour moi une aura et une obscure séduction, mystérieuse et sensuelle, dont je n'arrivais pas à identifier l'origine. C'est pourquoi j'ai d'abord voulu me pencher sur la signification profonde et le pouvoir occulte de cette prolifération et cette répétition de signes élémentaires dans l'art. En pariant que leur utilisation par les artistes allait au-delà d'une simple fonctionnalité géométrique. En pariant que cet art, que l'on présentait comme l'élimination de l'expression personnelle et culturelle, élimination de la transcendance au profit de la logique, élimination de l'aura au profit de l'évidence, pouvait dissimuler des connotations spirituelles et idéologiques cachées. En pariant que l'autoréférentialité de l'œuvre et le rejet de toute symbolique n'étaient qu'un discours destiné à nous endormir sous un pouvoir subliminal, celui précisément de ces formes élémentaires. Hypothèse donc. Les minimaux sont de grands initiés, les dépositaires d'un système de codes et de signes lapidaires, occultes, sur lesquels viendrait se construire une histoire. Dans ce cas, cherchez, comme un archéologue, si l'apparente rationalité mathématique des formes ne donnerait pas les clés d'un autre univers, d'une idéologie qui avancerait masquée par les œuvres mêmes. Voir, pratiquement, comment un inconscient culturel de ces formes primales agit sur notre inconscient de spectateur, réveillant des archétypes ancestraux. En pariant finalement que ce répertoire apparemment indéchiffrable de signes pourrait se recomposer en un nouveau langage pour nous enseigner quelque chose. Concentration visuelle, extension cognitive. Exemple, au hasard. Comment un simple carré noir ne clarifie pas la représentation, mais au contraire, occulte tout en s'imposant dans l'histoire de l'art. Même chose, d'ailleurs, avec un carré blanc. Magie noire, magie blanche. Voici donc les résultats d'une investigation qui n'est ni de la science, ni même de l'histoire de l'art. Disons plutôt un scénario, paranoïaque. Une histoire rêvée de la modernité comme une saga mystique, avec ses créateurs illuminés, ses filiations occultes, ses meurtres, ses hérétiques. Pour cela, acceptons de naviguer dans les sphères de l'intuition, de la spéculation, de la magie. Retour dans l'obscurité de la caverne platonicienne. Retour sur les ombres des formes qui dansent devant nous. D'accord ? Alors suivez-moi. Pour ceux qui ne savent pas, je reprends depuis le début. À l'origine de l'abstraction, il y a l'impressionnisme, certes, mais surtout pour notre histoire, il y aura le pointillisme.
L'impressionnisme, c'est le retour à la trace qui va mener à Kandinsky, l'expressionnisme abstrait, Jackson Pollock, etc. Une autre histoire. Mais le pointillisme, c'est le retour au point, le zéro, la monade, l'essence atomique de l'art, la base de toute géométrie, mais aussi de toute spiritualité. On le sait, réduction, simplification et ascèse sont les orientations mystiques par excellence. Se libérer du poids du monde pour embrasser la perfection. Un point, c'est tout. Instable, dynamique, proliférant, le point est donc la forme potentielle, capable de se reproduire pour féconder des figures élémentaires. Déploiement des cellules souches de l'art, l'atome deviendra molécule, puis matière, formera le code ADN d'une certaine modernité picturale. Petit rappel, 6e siècle avant Jésus-Christ, Pythagore associe le point physique au nombre et découvre les bases de la géométrie, soit le plus haut degré de la connaissance. Le symbole sacré de cette découverte, c'est la tétractys, le nombre 10. 1, plus 2, plus 3, plus 4, représenté par un triangle. C'est la combinaison idéale, formule de la vérité universelle, du macrocosme, de la mise en concordance du chaos. Ce simple groupe de 10 points mène aux propriétés des nombres, des formes, le triangle, mais aussi, en se dupliquant, le carré, à la proportion idéale et au nombre d'or. La tétractys, c'est la matrice de toutes les figures. Énorme secret, code nucléaire de la vie, que l'on décidera de ne pas mettre entre toutes les mains. D'où, dès l'origine, création de la secte pythagoricienne. Adoration, secret, rituel, initiation, symbolisme, qui se propageront dans l'histoire à travers Templiers, Rosicruciens, alchimistes, francs-maçons, etc. Tout cela à partir d'une simple correspondance de chiffres et de formes. Bref, comme toutes les figures géométriques naissent de l'explosion du point à travers le nombre, les formes élémentaires de l'art moderne pourraient bien être nées de l'ordonnancement du pointillisme. Et donc, là aussi, sous couvert de rationalité et de recherche de la perfection, développement d'un culte secret via un système de signes cryptiques. Vous voyez où je veux en venir? Soit. Tirons donc le fil de cette histoire souterraine. Du point originel va jaillir une nouvelle ligne, droite, guide spirituel et formel de la modernité. La ligne droite symbolise la stabilité, l'équilibre, la décision, la vérité, la rigueur contre l'hésitation, la contorsion et le mensonge. Comme le dira plus tard Sol Lewitt, le dessin d'une personne n'est pas une personne, mais le dessin d'une ligne est une vraie ligne. Révélation. Le segment rectiligne est donc un premier signe de ralliement d'une famille fonctionnaliste, puriste, mais aussi, on le verra, vaguement autoritaire de l'art. Le père fondateur de cette généalogie, ce sera Mondrian. À partir de l'éclatement atomique d'un arbre, d'une digue ou d'une façade sur la toile, il repartira non plus vers la courbe, mais vers le segment droit, orthogonal. Chromosome redressé pour un monde parfait, mathématique, au cordeau. Exemple avec cette composition avec ligne noire de 1917. À partir de ce segment, la ligne deviendra l'élément structurant de la modernité, un tuteur sur lequel viendra s'appuyer une nouvelle politique du regard. Chez les constructivistes russes, par la suite, elle ordonnera toute représentation, graphique et photographique, dessinant une perspective intellectuelle, idéologique, autant que plastique.
Elle représente la projection vers quelque chose. L'histoire a un sens, une direction, pas des méandres. Une ligne idéologique, littéralement, qui tire un trait sur le passé. Alexandre Rodchenko, affiche pour les éditions d'État de Leningrad, 1925. À partir de cette origine mystico-idéologique, les adeptes de la ligne droite continueront de réarticuler le monde pour lui donner un sens, un cadre. De la surface au volume, par exemple, Fred Sandbach, artiste minimal, utilisera dès les années 1960 des fils tendus définissant plans et volumes virtuels dans l'espace. Présence spectrale de la ligne idéale, toujours, comme axe de construction, balise pour un monde sous contrôle. Délimitation, normalisation, appropriation. La ligne droite infinie est par définition incontournable, une forme de laquelle on ne s'échappe pas. Éloge d'une droite décomplexée, même si elle sera célébrée avec des connotations sensiblement différentes selon qu'elle sera verticale, horizontale ou oblique. De fait, on notera une prédominance de la verticale, idéal archaïque d'une élévation physique mais aussi spirituelle de l'homme. Symbole d'ascension et de progrès, d'absolu, arrachement à la pesanteur animale, la ligne verticale représente force et dignité, mais aussi domination de l'homme sur la nature et sur les autres. Totem érigé en signe de puissance, suprématie. La ligne droite et verticale sera donc la marque secrète d'une certaine autorité moderniste. Retour refoulé d'un ordre masculin des choses, érection, virilité, affrontement, la verticale est le bras armé de la modernité. Observez, des panneaux de signalisation aux signes de ponctuation, la verticale est toujours la marque de l'avertissement, du danger, de la menace. Chez les artistes, c'est Barnett Newman, peintre américain, prophète de l'art minimal et vrai mystique au nom prédestiné, qui en sera le plus fanatique prosélyte, passant une bonne partie de sa vie à peindre exclusivement des lignes verticales. Quelques exemples. The Wild, 1950. Ornament 3, 1949. The Voice, 1950. Who's Afraid of Red, Yellow and Blue 3, 1966. Adam, 1952. Etc. Une pratique picturale revendiquée comme spirituelle, céleste, certainement, mais aussi peut-être une dévotion occulte à la gloire de la rectitude. Dans tous les cas, ce symbole dominateur opère comme un défi lancé aux regardeurs, invités à s'y soumettre ou bien s'y confronter. Est-ce un hasard dès lors si la peinture de Newman sera vandalisée à plusieurs reprises? Acte de démence, certainement, mais aussi peut-être sacrilège volontaire, destruction d'un signe dominateur intolérable pour certains. C'est cette même verticalité idéale que l'on retrouvait chez le sculpteur Constantin Brancusi, avec ses colonnes sans fin, réinterprétation de l'Axis Mundi ancestral, faisant le lien entre le monde souterrain et le ciel. Et que l'on retrouvera également de manière obsessionnelle dans l'outil visuel de Daniel Buren, motif exclusif privilégié par l'artiste pour sa neutralité. Mais il n'y a pas de neutralité au royaume des signes, et la partition verticale de Buren, inlassablement rejouée, opère elle aussi comme un indice d'ambition et de domination.
comme une règle à apprendre et à respecter, mais aussi une règle brandie, menaçante, signe de droiture et d'autorité organisationnelle, voire économique, le code barre de l'art, signe mystique à lecture optique, norme universelle d'identification, de classification et d'échange pour une ultra-rationalisation du monde. Une simplification des formes à visée uniformisante qui, comme l'étoffe rayée des bagnards, impose au monde le saut impérieux de la bande rectiligne. Autre adepte du culte rectiligne, Dan Flavin en sera l'artilleur. Le tube de néon, son unique matériau de travail, est une célébration éclatante, illuminée de la rectitude, mais aussi l'instrument d'un art martial, le sabre laser de Jedi. D'ailleurs, son monumental hommage à Tatlin de 1964, tout en néon, ressemble furieusement au signe des pièces d'artillerie dans la planification militaire. Pragmatisme industriel, immanent, anti-mystique, c'est ce que l'on a dit. Mais comment ne pas y voir au contraire une célébration extatique de la rectitude, idolâtrie luminaire, comme dans la chanson de Simon et Garfunkel, « And the people bowed and prayed to the neon god they made ». La ligne droite version colorée, enfin, hantera les nombreuses peintures géométriques de Ellsworth Kelly et plus récemment Liam Gillick et ses bandes de plexiglas colorées en cloison ou plafonnier. Mais la ligne peut être aussi oblique, déviance de la verticalité dans une logique dynamique, ou à l'inverse, nonchalante. Souvenir douloureux. Chez les adeptes primitifs de la droite, la diagonale fut une dissidence subversive, un véritable schisme. Motif traumatique de scission entre Mondrian et von Doesburg dès les années 1920, aboutissant à la création de l'élémentarisme, en opposition au néoplasticisme. Irréconciliable. Si la verticale est la domination indiscutable, établie, l'oblique est potentiellement plus agressive, nerveuse, menaçante. Exemple avec Ronald Bladen, une ramification du minimalisme rectiligne version obèse, mastoc, mais surtout déséquilibrée. Hésitant entre montée et descente, ascendance ou chute, ces grandes sculptures parallélépipédiques dangereusement penchées opèrent comme une ligne de char ou une épée de Damoclès, prête à s'abattre sur le pénitent comme le courroux divin. Mais chez les dissidents de la diagonale, il y a aussi la version cool, désinvolte. Non plus penchée, mais simplement posée contre le mur. Les plaques colorées de John McCracken sont des pièces de transition, faisant le lien entre l'horizontal et le vertical. C'est la rectitude au repos, version côte ouest. Le surf posé sur les dunes en attendant la vague.
la raideur farniente, le repos du guerrier. Question de climat peut-être, les héros sont fatigués. Dans le même esprit, le français Cadéré abandonne systématiquement dans les années 1970 des bâtons de bois contre les murs des galeries et musées. Mais cette diagonale est peut-être moins un signe d'indolence qu'un nouveau geste à la gloire du segment rectiligne, symboliquement devenu béquille du monde de l'art. L'autre branche dissidente, c'est la ligne brisée. Signe d'agitation, d'hésitation, de rupture, changement de cap. Dans les civilisations anciennes, déjà, elle symbolise le voyage interrompu, l'accident, l'aventure. Origine du mandala, du labyrinthe, la ligne brisée et l'éclair sont signes de destins imprévisibles, de dangers extérieurs, mais aussi de potentiel énergétique. L'apôtre principal de cette conspiration anguleuse, c'est Frank Stella. Ses peintures aux lignes droites mais brisées pourraient bien être l'écho d'une modernité électrisée, sous tension, comme des circuits imprimés, en veillant à ce que les lignes restent bien parallèles pour éviter le court-circuit. Certes, Stella est celui qui a lancé le fameux « What you see is what you see », ce que vous voyez est ce que vous voyez, qui deviendra le slogan du minimalisme, balayant par avance toute spéculation de type narrative ou transcendante sur l'œuvre. Mais ce « What you see is what you see » résonne aussi comme le « I am what I am », « Je suis ce que je suis », parole divine à l'origine du tétragamon, le nom de Dieu, dans la mystique kabbalistique. Ce que vous voyez est ce que vous voyez. Peut-être, mais comme le disait Oscar Wilde, le mystère du monde, c'est le visible, et non l'invisible. Enfin, ni verticale, ni horizontale, ni oblique, voici la ligne à plat, marque d'une autre conjuration secrète, celle des missionnaires de la rectitude. Line 1000 meters long de Piero Manzoni, 1961, est une ligne d'1 kilomètre tracée sur papier et conservée dans une boîte scellée. Memento portatif pour fétichistes égarés, ce parchemin au sceau de la société secrète de la ligne droite les préservera de toute amnésie topographique. Car qu'importe la direction, pourvu qu'elle soit parfaitement rectiligne. Richard Long le mettra en pratique physiquement avec son fameux A Line Made by Walking, 1971, trace de marche sur herbe sauvage. Autre arpenteur de la ligne, le Belge Francis Alice, marchant dans les rues de Sao Paulo en dévorçant de la peinture d'un pot percé en 1995. À suivre. Ou, dans sa version fanatique et hardcore, chez Nam June Paik, et plus tard, Paul McCarthy, performeurs peignant une ligne de peinture avec leur corps ou leur tête, en rampant sur le sol comme des pénitents, martyrs illuminés de cette confrérie sacrée. Bref. Née de la rencontre accidentelle de la verticalité et de l'horizontalité,
la croix est un signe déjà plus complexe. Collision des contraires, la terre et le ciel, le bien et le mal, l'homme et la femme, mais dans la fécondation d'un nouveau pouvoir. Elle est, des peuples primitifs chez les adeptes mystiques de la rose croix, le signe de l'unité physique et spirituelle. L'un des motifs emblématiques de la modernité picturale, la croix noire de Kazimir Malevich, 1915, naît donc sous le signe de l'accident, mais un accident libérateur, cathartique. La croix est le signe de l'urgence, mais aussi de la reconstruction immédiate. Croix verte des pharmacies, Croix-Rouge internationale, la marque des guérisseurs. Au-delà de la référence christique donc, la croix, double rectitude horizontale et verticale, est aussi un moyen radical de barrer l'art, la science, le savoir, pour enfanter une expérience cognitive et sensible inédite, débarrassée des anciens modèles. D'autres, plus tard, se ressaisiront de cette marque de rupture féconde, dont le grand chaman Joseph Beuys, bien des années plus tard, avec sa croix rouge récurrente sur feutre gris, évoquant l'urgence, le devoir, mais aussi, là encore, la guérison. Et dans les années 1980, le collectif chilien CADA, Colectivo Arte de Acción, d'abord apposé anonymement sur les murs de Santiago, leur sigle No Más, plus de en espagnol, sera réapproprié par le peuple comme slogan quasi officiel de la résistance. La croix, là encore, est le signe de l'urgence, urgence politique à sortir de la dictature. Lottie Rosenfeld, membre du groupe, continuera de barrer les lignes blanches des rues de Santiago, utilisant le signe pour contrer l'oppression. De cette croix réconciliatrice est issu un autre motif qui hante l'art moderne, la grille. Chez Mondrian déjà, il y aura une transition naturelle de la croix à la grille. Mise en abîme, le tableau devient tableau, nomenclature, classement, organisation. Balisage multidirectionnel du nord au sud et d'est en ouest. Modèle urbain, New York, la ville tout en orthogonalité, du plan des rues aux façades des buildings. À la suite de Mondrian, la ligne, la grille, enfant naturel de la ligne et de la croix, va devenir la structure subliminale de l'art moderne, minimale mais aussi conceptuelle, signe secret d'une dévotion à un idéal organisationnel du monde. Quelques exemples en vrac, avec Agnès Martin, peignant de fines grilles sur toile en assumant la dimension spirituelle, hypnotique, voire taoïste de cette obsession. Et de manière plus subliminale, par exemple, chez Dan Graham, Homes for America, 1966-67, œuvre séminale de l'art conceptuel, prend la forme d'un article de journal sur les pavillons de banlieues américaines. Une typologie urbaine avec texte, images et statistiques. Sous couvert de rigueur documentaire, l'œuvre propose une triple, voire une quadruple grille. Celle des plans d'urbanisme, celle des façades des maisons, des plans d'intérieur, et enfin la forme même de la maquette de journal. Une obsession du rangement et du classement que l'on retrouvera partout chez Graham. Des nomenclatures de médicaments aux listes combinatoires de chiffres et de lettres, qui rappellent étrangement la gematria, interprétation des lettres et des phrases en chiffres, l'une des pratiques essentielles de la Kabbale. Chez Hanne Darboven également, chantre allemande de l'art conceptuel, la grille est l'élément structurant, quoique invisible. Sa pratique, laborieuse et répétitive, de combinaisons mathématiques, linguistiques ou géométriques sur papier, n'engage a priori rien de transcendant. Pourtant, on le sait, la répétition est à la base de l'incantation et de la prière. Dès lors, sa pratique pourrait s'apparenter à un culte secret dans la pénitence et l'abnégation.
D'ailleurs, l'épuisement de ces permutations logiques rappelle la célèbre incantation magique Abracadabra, représentée initialement comme un jeu combinatoire de lettres. Sous couvert de démarches analytiques, donc, répétition, classification et épuisement lexicographique sont peut-être la base commune de la magie et d'un certain art conceptuel. En fait, tout se passe comme si art minimal et art conceptuel étaient le pendant des architectes et des philosophes de l'Antiquité. Une société d'initiés, adeptes à la fois de science et de magie, dont les conceptuels seraient les philosophes et les minimaux les architectes. Tous, sous couvert de rationalisme, soumis à un ordre cryptique, celui de la grille moderniste. Mais la grille fait immédiatement apparaître un nouveau signe, le carré, qui découle, comme on l'a vu, de la tétractys. Une double filiation qui le positionnera dans la jungle des signes modernistes comme le roi. Dans l'ordre des symboles élémentaires, le carré a toujours représenté le monde physique, les 4 directions de la Terre, les qualités humaines aussi, culture, savoir, réalisme, rationalisme, opposés au cercle divin. Le carré, c'est l'ordre et la stabilité du monde, la base de la géométrie sacrée, de la suite de Fibonacci et du nombre d'or, que l'on retrouve dans l'architecture, dans l'art, mais aussi dans la nature. Alors, de même que le pentagramme issu de la tétractys est l'invariant géométrique de la mystique pythagoricienne, le carré sera le véritable invariant géométrique de l'art minimal et conceptuel. Malevich, grand maître de la modernité, en fera d'ailleurs son emblème. Son carré noir sur fond blanc, peint en 1913 et tenu secret jusqu'en 1915, est le véritable logo de la modernité, multiplié et décliné dans tous les formats. D'ailleurs, sa croix en était déjà un dérivé. Le carré est la forme qui se contient elle-même et contient toutes les autres, étalon de mesure qui permet d'emboîter et de construire. Il sera donc aussi à la base des architectones de Malevich, ces maquettes de projection spatiale de l'idéal suprématiste. Le carré, c'est le chiffre 4, celui de la 4e dimension théosophique à la recherche de la perfection. Simplicité et ascèse, utilité parfaite, stabilité originelle. Le carré, figure antidynamique, ancrée sur ses 4 côtés, symbolise l'abolition du temps. Extase de l'immobilité, la quadrature des temples, des camps militaires, contre la circularité des tentes nomades. Ainsi, lorsque le Messie Malevich aura été persécuté et réduit au silence, ses disciples reprendront discrètement le flambeau. D'abord, le format de la toile carrée se généralisera. Ad Reinhardt, précurseur de l'art minimal, en fera son emblème. 16 Ultimate Paintings des années 1960, quasi monochromes, détruisent la profondeur de la toile en affirmant la primauté de sa silhouette. Shaped Canvas, version carrée, élémentaire. Dans la même famille, le clown blanc, c'est Robert Reimann. Là encore, ces toiles faussement monochromes, plutôt blanches, sont une ode à la forme sacrée. Version fractale et chromatique chez Joseph Albers et ses fameux hommages au carré des années 1960. Ou encore Ellsworth Kelly, également chez la française Aurélie Nemours. Le carré nu, omniprésent dans l'art, devient la nouvelle muse des peintres.
Figure majeure de l'art minimal, Karl André, quant à lui, assemblera des carrés de métal sur le sol, développant une version horizontale du culte suprême, et invitant le spectateur, souvent malgré lui, à fouler ce sol de manière cathartique, initiatique, comme dans le pavé mosaïque des temples maçonniques. Wolfgang Leib, dans les années 1990, tracera lui aussi de gigantesques carrés sur le sol, à l'aide de cire d'abeille, de pollen ou de riz, réinterprétant un rituel hiératique et minimaliste, empreint de spiritualité. Le carré, en version augmentée, exponentielle, c'est le cube, l'autre grand gimmick de l'art minimal. Plus encore que le carré, il détermine et fixe l'espace en ses 3 dimensions. L'un de ses plus grands turiféraires est certainement l'artiste conceptuel Sol Lewitt. Adepte d'une démarche revendiquée comme purement rationaliste, l'artiste cumule de fait les motifs sacrés de la grille, du carré et du cube dans des taxonomies graphiques ou sculpturales qui tentent d'en épuiser toutes les combinaisons. Un jeu de chiffres et de formes de type incantatoire encore. D'ailleurs, si nous relisons le programme de l'art conceptuel, dont Lewitt est le prophète, relier l'art et la philosophie, la forme et la pensée, travailler l'immatérialité, on y retrouve la base de toutes les mystiques. Un cube parfait de 183 cm en acier rouillé, c'est Die de l'américain Tony Smith en 1962. Ni un objet, ni un monument, dira l'artiste. Alors quoi? Une idole, une icône, avec un aspect légèrement morbide. D'ailleurs, Die, en anglais, signifie le dé, mais aussi la mort. Le carré, le cube, sont les vanités de la modernité. Utilisant du verre légèrement moiré, le Californien Larry Bell travaillera le cube également, mais de manière hypnotique, illusionniste, version cubique de la boule de voyance. Et enfin, bien sûr, Donald Judd, gourou pratique et théorique de l'art minimal, n'aura de cesse de célébrer le signe sacré, version boîte en métal. Discrètement morbide encore, malgré l'utilisation de couleurs vives, ces sculptures cubiques au sol ou superposées sont comme des caveaux ou des tiroirs funéraires. Et Marfa, son musée permanent en plein désert, s'apparente à une cathédrale dédiée au culte du quadrilatère régulier. En conclusion, du point à la ligne, de la ligne à la grille, de la grille au carré et du carré au cube, le culte secret de la rectitude affirmera dans l'art minimal la présence spectrale de sa marque, de ses signes sacrés. CQFD. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire? Pas vraiment. Car tout mouvement spirituel, aussi puissant soit-il, suscite immédiatement sa réaction, sa farce sombre, son hérésie, nourrie au même sein mais qui la subvertit. 1913, précisément,
l'année même où Malevich conçoit son carré, un autre artiste réalisera, dans le secret également, la forme inverse qui s'y oppose fondamentalement. 1913. Une roue de bicyclette accrochée à un tabouret et le premier ready-made de Marcel Duchamp. Symboliquement, c'est le mouvement contre la stabilité, le chaos contre l'ordre, la machine célibataire tournoyante contre l'élévation spirituelle, le présent contre l'éternité. Duchamp deviendra alors le grand maître d'une nouvelle société, secrète, qui, comme un serpent lové dans le nid des avant-gardes, développera son message hérétique en utilisant ses propres signes. La ligne molle est le premier signe de l'hérésie, une insulte à l'érection moderniste. Antiviril, efféminé, triomphe de la pesanteur et de l'esquive sur la rigueur de la ligne et de l'angle droit, cette mollesse, dans tous les sens du terme, sera chez Duchamp une nouvelle force dynamique. Elle déterminera même un nouveau système de valeurs. En 1913, Duchamp laisse tomber 3 fils longs de 1 mètre, dont il conserve les courbes aléatoirement obtenues dans une boîte précieuse. 3 stoppages étalons est une œuvre emblématique, éloge du hasard contre le calcul, de l'accident contre la convention, un geste iconoclaste à l'origine d'une nomenclature universelle déviante. Autre action significative, à l'occasion de l'exposition First Papers of Surrealism en 1942, Duchamp accrochera des fils du sol au plafond, empêchant la libre circulation des visiteurs dans l'espace d'exposition. Mais là encore, les fils apparaissent lâches, détendus, mous, comme une invasion organique. Plus emblématique encore, ces 3 carrés déformés, les pistons de courant d'air, représentés dans la partie supérieure du grand verre, sont les reports exacts de photographie d'un morceau de gaz déformé par le vent et représentent le pendant tourmenté, déficient, débile du carré de Malevich. Autre sculpture difforme, pliant de voyage, une simple housse de machine à écrire, avachie, déformée par son propre poids. L'autre signe de ralliement de la conspiration anti-rectiligne, c'est la spirale. Symbole archaïque du renouvellement, du changement continu contre l'éternité statique, mais aussi symbole féminin de la fertilité. La spirale est l'antithèse du carré moderniste en ce sens qu'elle n'a ni début ni fin. La spirale est le symbole de l'entropie, de l'éparpillement, la désagrégation, le chaos. C'est le signe du bureau d'Alfred Jarry, la bêtise abyssale, symbole de jurons et de malédictions dans les bulles de bande dessinée, voire métaphore scatologique. Bref, toutes les qualités requises pour représenter l'insoumission à la rigueur et la pureté rectiligne. On la retrouvera chez Duchamp dans Anémique Cinéma ou les rotoreliefs, ces disques de plastique illusionnistes qui tournent absurdement sur eux-mêmes. Dans la suite de Duchamp, des figures déviantes de l'art perpétueront ces déformations corruptives, actes de parasitage, abandon à la mollesse et au tourbillon sans fin. Robert Morris, par exemple, est le héros d'un minimalisme subversif. Sa toute première sculpture, de 1960, fut d'ailleurs une colonne cubique, s'effondrant littéralement sur une scène de théâtre. Geste iconoclaste, fondateur d'une pratique subversive de l'art géométrique. À partir de là, Maurice ne cessera de maltraiter la géométrie sacrée. Ses grandes découpes de feutre, accrochées au mur, sont soumises à la pesanteur et apparaissent tombantes, baveuses, parfois flasques.
On les qualifiera de féminines. Injure suprême, au contraire. Ce déboulonnage ironique d'un ordre masculin dominateur est la marque de cette conspiration. Autre déviante, Bridget Riley, la sorcière, s'attachera à déformer la grille moderniste pour des compositions révélant, non sans humour, son potentiel illusionniste, hypnotique, voire éthylique. Version narcotique, même, chez Elio Oiticica, pionnier du néoconcrétisme sud-américain, utilisant des formes élémentaires en tissu coloré à utiliser comme costume de danse. Minimal Samba. Autre cas intéressant, l'américain Hans Hacke. Dans Blue Sail de 1965, c'est le vent, là encore, qui déforme un carré de tissu bleu ondulant dans les airs. Géométrie monochrome éthérée, instable, façon tapis volant. Mais son chef-d'œuvre hérétique, c'est le Condensation Cube de 1965. Un cube de plexiglas qui suinte de l'intérieur et défie les enjeux fondamentaux du minimalisme. Non plus un objet spécifique, autonome et excluant, mais quelque chose d'organique, de vivant, dont la transparence idéale est pervertie de l'intérieur. Une exsudation presque indécente, obscène dans le cadre d'un regard public. Eva Hesse, figure du post-minimalisme, appartient également à cette lignée. Dans l'installation Accrétion, ces 50 bâtons en fibre de verre sont posés contre le mur, mais de manière volontairement non ordonnée, discrètement chaotique, et font preuve d'un désordre, d'un déséquilibre et d'une fragilité salutaire. Accession de 1968, sa version du cube à elle est corrompue de l'intérieur. Un cube cerné de petits morceaux de plastique qui en tapissent les entrailles comme une moquette grossière. Cube fourré, poilu. Son aspect glabre extérieur cache une muqueuse troublante, organique, impure, mais multipliant de manière émouvante les points de contact avec le monde. En accord avec les codes de cette famille iconoclaste, Hesse travaillera aussi la spirale, dans une série de toiles sur lesquelles des cordes sont enroulées de manière très serrée, comme une bobine chargée d'énergie. Un autre adepte de l'antirectitude, c'est Bruce Nauman. Self-Portrait as a Fountain, 1966-67. Célèbre portrait de l'artiste crachant de l'eau pourrait même être lu comme une réaction ironique au missionnaire de la ligne. Image d'un flot éjaculatoire qui ne peut retenir sa droite, s'essouffle et s'écrase lamentablement au sol. Autre rituel sacrilège, avec ses performances d'atelier telles Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square ou Beckett Walk, 1967-68. L'artiste arpente de manière volontairement contrainte et ridicule un carré dessiné sur le sol, comme s'il était brûlant et que l'on ne pouvait tenir dessus. Avec une douce ironie, il s'agit de replacer le contingent, l'instable, l'humain, dans la rigueur du signe sacré. Projet dans l'espace public plus pessimiste encore, Square Depression, 1977, est un immense carré de béton qui s'enfonce légèrement en son centre. Représentation d'une dépression physique et morale, de la marque triomphante de la modernité. Et puis, là encore, dans la première et la plus célèbre de ses œuvres en néon, la spirale. The true artist helps the world by revealing mystic truths, window or wall sign. Sonne comme un constat ironique et une mise en garde. Méfiez-vous des faux prophètes. Autre déviant potentiel, par intermittence,
Richard Serra travaillera ses sculptures monumentales en acier avec une prédilection pour la courbe, la vague. Son cube à lui, symboliquement, semble en équilibre instable, un paradoxal monument à la précarité, menaçant contre lui-même. Il sera également un adorateur constant de la spirale, avec ses nombreuses sculptures labyrinthiques géantes. Univers chaotique et informe également chez Robert Smithson, chef de file du Land Art. Asphalt Rundown, 1969. Une coulée d'asphalte déchargée d'un camion dans les environs de Rome est un monument à la forme libre, dégoulinante, chaotique. Comme si le carré noir de Malevich avait fondu. Glissement de terrain en terre moderniste. Et puis, bien sûr, Spiral Jetty, 1970, l'œuvre mythique de Smithson. Une gigantesque spirale de terre et de gravier qui s'enfonce dans les eaux rouges du Grand Lac Salé dans l'Utah. Une construction artificielle de matériaux naturels, étalon du land art, mais aussi hommage monumental aux signes occultes de la déviance et du hasard. On pourrait multiplier les exemples si on avait le temps. De Gordon Matta Clark à Barry Leva, opérant au sein de ce mouvement hérétique qui conteste la rectitude moderniste. Mais j'en resterai là pour le moment. Bien sûr, tout cela n'est qu'une hypothèse, un jeu. Mais ce jeu est basé sur un constat. Les bases théoriques d'un certain art minimal et conceptuel, que j'aime et que j'admire, et que l'on présente souvent comme purement prosaïque, s'apparentent curieusement au fondement des grandes traditions mystiques. Une recherche de la perfection par la réduction, une unité du matériel et du spirituel, une modification des perceptions via l'observation, la désignation, la répétition et l'organisation. Le tout appuyé sur un réseau de signes récurrents. Bref, montrer que dans l'art comme ailleurs, la rationalité est contre l'ésotérisme, tout contre. Et puis, le plaisir de prendre au mot le cliché que l'art contemporain est une affaire d'initiés. Mais tous les jeux, toutes les hypothèses peuvent être rattrapées par la réalité. Et depuis que j'ai commencé cette recherche, je décèle de plus en plus de liens entre les recherches mystiques traditionnelles et les formes canoniques de l'art moderne. Dans les écrits de Malevich, empreints d'une foi purement ésotérique, qui frise l'illumination. Dans cette citation de Sol Lewitt, qui sonne comme un aveu, les artistes conceptuels sont plutôt mystiques que rationalistes. Dans la colonne cubique et la pyramide invisable de Manette Newman au MoMA de New York, signe maçonnique par excellence. Voire, de manière plus fantaisiste, dans le fait que le nom de Christian Rosenkreutz, fondateur légendaire de l'ordre mystique des Rose-Croix, sonne étrangement comme celui des deux principales grandes théoriciennes de l'art minimal, Barbara Rose et Rosalind Krauss. Bref, quand on cherche, on finit toujours par trouver. Ainsi, en cherchant chez Duchamp la présence d'un dernier signe réellement blasphématoire, une injure à la doctrine métaphysico-mathématique de l'harmonie qui viendrait justifier ma théorie, j'ai fini par découvrir, gravé dans Fontaine, son ready-made le plus emblématique, le signe originel et sacré du culte géométrique, la tétractis. On fonde une pissotière, donc. Comme les satanistes se tatouent une croix sur la plante des pieds pour mieux la fouler. On ne peut imaginer plus subversif. Certainement une coïncidence. Le tout est de décider d'y croire ou pas. En ce qui me concerne, je continue mes recherches. Maintenant, retour au réel. Merci de votre attention.